Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice ce soir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la Ville, mais plutôt une citoyenne qui agira ce soir à titre de modératrice. D'ailleurs, je m'engage à faciliter la rencontre de ce soir dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Alors, merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information qui porte sur l'aménagement et la bonification de voies cyclables sur l'avenue Christophe-Colomb, entre le boulevard Gouin et la rue Saint-Grégoire. Alors, on va débuter en vous présentant quelques consignes et principes de base qui vont faciliter le bon déroulement de la séance d'information virtuelle. Alors, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, que les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, l'animatrice et les intervenants de la soirée. La fonction clavardage qui se trouve au bas de votre écran est désactivée. Nous vous invitons au moment opportun à poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses ou peut-être que vous avez Q&A selon la configuration de la langue de votre appareil. La séance de ce soir est enregistrée et sera disponible prochainement sur le site montréal.ca sur la page du projet Christophe Colomb. Les présentations de ce soir seront réalisées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue soit en anglais, soit en français. Je traduirai au besoin la question ou la réponse. The presentations will be conducted in French. If a question is being asked in English, it will be answered either or in French or in English, and I will translate the answer if necessary. Donc, le programme de la soirée. Permettez-moi de vous le présenter. Alors, tout de suite après ma présentation, nous aurons un mot de bienvenue de Madame Marianne Giguère, qui est conseillère de la Ville et conseillère associée à la mobilité et au transport actif. Et j'en profite également pour saluer plusieurs conseillers et conseillères de la Ville des 4 arrondissements qui se sont joints à nous ce soir et ils sont ici à titre d'observateurs pour entendre vos commentaires et préoccupations. Alors, merci de votre présence. Par la suite, nous poursuivrons avec la présentation qui débutera par le contexte du projet, les aménagements cyclables existants et ceux proposés. Nous vous présenterons également les résultats du sondage qui a été mené plus tôt cette année, ainsi que la séquence des travaux à réaliser. Nous présenterons également les outils de communication qui seront déployés pour vous informer sur l'avancement des travaux. Et après cette présentation, nous avons prévu une période de questions d'environ 40 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et nous allons nous assurer ce soir de répondre à un maximum de questions. Alors, dès maintenant, pour débuter la soirée, j'inviterai Madame Marianne Giguère, qui est conseillère associée au transport actif et à la mobilité, de vous souhaiter la bienvenue. À vous la parole, Madame Giguère. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes nombreux et nombreuses. J'ai vu qu'on était à peu près 225 personnes présentes dans la rencontre. Donc, c'est bien du monde qui s'intéresse à l'aménagement de la rue Christophe-Colomb. Donc, on est vraiment ravis. Je parle en mon nom, celui de Sophie Moserol, qui est responsable de la mobilité à la Ville, la mairesse Valérie Plante, les maires et mairesses des 4 arrondissements qui sont traversés aussi par la rue Christophe-Colomb. On est donc vraiment ravis que ce projet-là se concrétise, revienne en fait, parce qu'on se souvient qu'en 2020, on avait eu la VAS, la voie active et sécuritaire, qui avait été déployée sur Christophe-Colomb. Et à ce moment-là, on avait pu expérimenter, tester, voir comment ça fonctionnait et surtout faire un sondage de satisfaction à la fin. Je pense qu'on va vous en parler plus tard, qui avait montré qu'il y avait plus de 86 % si je me souviens bien, des riverains qui avaient été satisfaits de l'aménagement des pistes unidirectionnelles sur Christophe-Colomb. Donc oui, c'est un projet structurant pour le réseau cyclable à Montréal. C'est un projet qui est nécessaire. On le sait parce que on a le succès du rêve sur Saint-Denis, qui est un axe aussi nord-sud, pas mal plus à l'ouest, qui a fonctionné très bien, qui est très utilisé, qui est même parfois à capacité à certaines heures de la journée
Il y a énormément de gens qui s'agglutinent aux intersections. Donc, c'est vraiment un besoin de venir sécuriser ce lien-là. Il existe en ce moment par Boyer et puis sur le long de Christophe Colomb, un peu plus loin, mais on vous expliquera en quoi ça va vraiment, cet aménagement-là va vraiment améliorer le confort et la sécurité des personnes qui se déplacent à vélo. Mais surtout, ça reste un projet de restructuration d'une rue, de la géométrie d'une rue à sa surface qui vise à lui redonner un caractère, une échelle beaucoup plus humaine, en apaisant la circulation, en apaisant les vitesses observées et en sécurisant les intersections, ce qui est le plus important parce que c'est d'abord aux intersections merci le chat, que les collisions se produisent. Donc, par l'aménagement cyclable, on vient refaire toute une rue et lui redonner un caractère beaucoup plus agréable et sécuritaire, non seulement pour les cyclistes, mais vraiment pour tout le monde qui la fréquente. Il y a au moins 3 écoles qui vont bénéficier de ce projet-là sur la rue. On sait comment on se fait beaucoup demander, les élus, de sécuriser les abords des écoles. Donc, ce projet-là va y participer directement et de très belle façon et favoriser les déplacements actifs à pied, à vélo, dans tout un secteur qui est éminemment résidentiel. Hein. C'est le caractère de la rue Christophe-Colomb, c'est d'abord d'être résidentiel. Et voilà donc pourquoi on est vraiment content que ça s'en vienne et je vais laisser les professionnels de la ville vous présenter le projet et comme on vous le disait, on est là, on vous écoute par la suite pour les questions. Donc, bonne soirée, bonne présentation. Merci encore d'être là. Merci beaucoup, Madame Giguère. Merci pour ces beaux mots d'introduction. Alors, pour poursuivre maintenant et entrer dans le vif du sujet, j'invite M. Ralph Vissière, qui est ingénieur au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, à vous présenter le projet. À vous la parole. Bonjour, merci beaucoup, Madame Dumont. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'avoir l'opportunité de vous présenter ce beau projet qu'on prépare à la ville. Pour bien comprendre le projet, il faut comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit. Prochaine diapo. Donc, premièrement, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a besoin de sécuriser la piste qui est existante. On a un double sens vélo qui rend certains mouvements difficiles à anticiper de la part des automobilistes parce que les vélos viennent dans les deux sens par la suite. Ensuite, on a une piste cyclable qui est existante, qui est congestionnée. On se retrouve à avoir un aménagement relativement étroit, même très étroit. On a de nombreux usagers, malgré qu'on a une offre à proximité, le Rêve Saint-Denis qui, elle, déjà, est un petit peu à capacité à certains moments. On sent déjà qu'il y a du succès, mais on a quand même beaucoup de besoins par rapport à la capacité dans le secteur. On a aussi le fait qu'on a eu un certain retour d'expérience de nos aménagements de 2020. On parle d'environ 86% des répondants qui affirment, dans un sondage qui a été fait suite au démantèlement de l'aménagement, qui étaient satisfaits des aménagements qui avaient été mis en place. L'apaisement de circulation a été apprécié par les riverains et on profite aussi de notre expérience pour tenir compte des recommandations et des leçons apprises par rapport à ce projet-là. On a aussi un projet de reconstruction complète de la rue qui est prévu pour 2024 entre les rues Jarry et Jean Talon. Donc, avec le projet qu'on met en place, on commence à habituer les riverains avec la nouvelle dynamique de circulation. Et on en profite aussi pour mentionner qu'il y a un processus distinct de communication qui va être établi par rapport à ce projet-là. Puis finalement, on a aussi un projet de réfection du viaduc des Carrières. Le projet, il sera un petit peu plus loin que le viaduc lui-même. Donc, on refait la surface de chaussée entre les rues Rosemont et Saint-Grégoire. Donc, on profite pour créer puis mettre la nouvelle dynamique de circulation à cet endroit-là aussi. Donc, afin de mettre tout le monde au même pied d'égalité par rapport à la connaissance du réseau, je voudrais faire un petit survol de l'aménagement qu'on a sur place. Donc, si on voit l'axe du nord vers le sud, on considère que le nord est à gauche. On commence par la rue Gouin, où est-ce qu'on se retrouve avec une piste cyclable qui est dans la chaussée. Donc, cette piste cyclable sur la chaussée, elle se rend jusqu'à Louvain. À partir de Louvain,
on se retrouve à avoir une piste cyclable qui entre et qui sort de la rue aux intersections. À certains endroits, vis-à-vis le centre Claude Robillard, on se retrouve à avoir une piste cyclable qui est sur l'espace où est-ce que le trottoir y est. Puis, ça, c'est une situation qui amène beaucoup de friction, beaucoup de conflits, particulièrement aux intersections, parce que les vélos surgissent un petit peu de nulle part. Ils sont pas vus, ils sont en dehors de la route. En plus de créer de la friction avec les piétons qui, eux autres, sont en train d'attendre l'autobus. Donc, cette situation-là, on profite pour la corriger. Quand on continue à aller vers le sud, entre Crémazie et Jarry, on retourne avec une piste cyclable qui est dans la rue. Puis à partir de Jarry, mais on a la piste cyclable qui passe par l'arrière par la ruelle en arrière du jardin communautaire pour aller se connecter à la piste cyclable Boyer. À partir de Boyer, la piste cyclable est sur la rue jusqu'à Descarrières, mais on se retrouve quand même dans un contexte où est-ce que, même si on a d'autres aménagements cyclables à proximité, on a beaucoup de pression. On a beaucoup d'usagers. À titre d'exemple, on a regardé les compteurs pour l'année 2020. On a un compteur à l'intersection Boyer et Verrette. Puis en moyenne, on a compté 1474 cyclistes par jour sur ce compteur-là. En même temps, on avait 1461 vélos en moyenne par jour sur le rêve en direction nord au compteur de Castelnau. Donc, on se rend compte qu'on est encore dans un contexte où l'achalandage vélo est en croissance constante et il faut répondre à cette croissance constante. Donc, le projet de Christophe Colomb, où est-ce qu'on le bonifie, va permettre d'avoir plus de capacité. Et à partir de Villeray, ben, on propose une offre supplémentaire d'aménagement cyclable sur Christophe Colomb. Donc, si on fait un survol du projet, on a un projet qui s'étale sur environ 7 km, qui dessert 4 écoles primaires, une école secondaire à proximité, une dizaine de parcs, environ une dizaine de garderies à proximité, plusieurs autres points d'intérêt. Et l'objectif du projet est de mettre en place des pistes unidirectionnelles dans le sens de la circulation tout le long de l'axe. On a plusieurs cas de figure, donc on a différentes configurations qu'on va proposer. Le premier cas de figure qu'on voit est entre Henri Bourassa et Louvain. Donc, on a la piste cyclable existante qui est du côté ouest, qui est bidirectionnelle, puis on se retrouve aussi avec des voies de circulation avec des dimensions qui sont un petit peu ambiguës. On ne sait pas trop si on a une voie de circulation, puis un très large stationnement, une deuxième voie de circulation qui nous permet de continuer. Donc, ce qu'on propose, c'est de convertir la piste bidirectionnelle en piste unidirectionnelle, de rééquilibrer les voies de circulation pour clarifier la situation. Et ce rééquilibrage-là permet de dégager de l'espace de stationnement, l'espace pour créer une voie cyclable en direction nord. Au final, on va se retrouver avec une voie de circulation en tout temps, sauf en pointe où est-ce que le stationnement va être interdit dans le sens de la pointe, comme ça se passe aujourd'hui. Le deuxième cas de figure, c'est entre Louvain et Crémazie, où est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve à prendre une piste cyclable qui est en dehors de la rue, mais qui entre et qui sort à chaque fois. Le mouvement d'insertion puis de sortie crée beaucoup de friction avec plusieurs usagers. Ce qu'on propose, c'est de maintenir les voies cyclables dans la rue en continuité de ce qu'on a plus au nord. Et on va convertir le sentier multifonction qui est existant pour ceux qui veulent faire un usage un petit peu moins transit. Donc, les gens qui veulent se promener en poussette, des parents avec des enfants qui n'ont pas nécessairement envie de se retrouver plus dans la chaussée, ou bien juste des gens qui ont envie de se balader. Donc, plus au nord, dans la configuration finale, on propose une voie de circulation en tout temps, sauf en pointe, dans le sens de la pointe. Finalement, le troisième cas de figure qui nous intéresse, c'est ce qu'on retrouve entre Jarry et Rosemont. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir aucun aménagement cyclable. On a plutôt la piste cyclable qui est sur Boyer. Ce qu'on propose, c'est de réduire réduire le nombre de voies de circulation à un sens par direction en tout temps. On maintient le stationnement disponible en tout temps, sauf durant les heures de balai. Si on fait un zoom
sur le passage entre la piste cyclable Christophe-Colomb et Boyer. Ceux qui sont familiers avec le secteur savent que la piste passe par la ruelle qui est derrière le jardin communautaire pour venir aboutir sur Boyer. Cette voie cyclable-là va être démantelée. Elle posait quelques frictions par rapport notamment au débarcadère de l'école Marie-Favry. Plutôt, ce qu'on va favoriser, c'est de maintenir le transit sur Christophe-Colomb et le transit va se faire par Christophe-Colomb et Villeray pour aller chercher la piste cyclable Boyer. La piste cyclable Boyer, elle est maintenue entre Villeray et Descarrières parce qu'elle répond aux besoins d'un certain profil de cyclistes. Un autre endroit où est-ce qu'on veut faire un zoom, c'est la sécurisation de l'intersection Crémazie-Nord. Donc, pour sécuriser la voie cyclable, on ferme la bretelle de virage à droite qui donne accès à Crémazie-Est et on en profite pour ajuster une situation qui était très irritante, qui causait beaucoup de sections et on sécurise l'intersection. En fait, ce qui arrive, c'est que le virage à gauche qui donnait accès à l'autoroute 40 Ouest a souvent été soulevé comme étant problématique, soit parce qu'on a de la délinquance avec du virage à gauche en double, illégal, soit on a des gens qui forcent la lumière orange foncée puis qui prennent le virage et qui risquent d'amener des accidents ou encore des situations où est-ce que des gens, dans la partie plus au sud, avant de s'embarquer, ils pensent qu'ils sont capables de traverser l'intersection. Finalement, ils finissent pas par la dégager, puis ils causent ce qu'on appelle d'interblocage, c'est-à-dire que la lumière devient verte dans l'autre sens de circulation, puis ils empêchent les gens de circuler parce qu'ils sont pas capables de dégager l'intersection. Donc, pour pouvoir répondre à cette situation-là et la sécurisation de l'aménagement cyclable, plutôt que de permettre le virage à gauche, les automobiles vont être invités à tourner à droite à Crémazie, puis à tourner à gauche où est-ce qu'il y a le nouveau feu de circulation qui a été mis l'année passée, proche du nouveau IGA. Pour ceux qui sont un peu plus visuels, voici on a une simulation visuelle pour montrer les éléments importants du projet. Donc, notre simulation est à l'intersection des rues Christophe-Colomb et Bélanger. On est en train de regarder en direction nord. Donc, ça, c'est la situation avant. Puis, ce qu'on s'attend à voir, c'est une configuration qui ressemble à peu près à ça. Donc, les éléments principaux qu'on remarque sont la voie cyclable, qui sont entre le stationnement et le trottoir. On a le stationnement qui est maintenu en tout temps, sauf aux intersections. Aux intersections, on crée des voies de virage à droite. Cette création de voies de virage à droite permet de séparer les mouvements vélo et les mouvements de véhicules qui tournent à droite pour sécuriser les piétons et les cyclistes qui circulent parallèlement. Pour pouvoir créer ces voies, on déplace les arrêts d'autobus après les intersections. Donc, c'est ce qu'on est capable de voir dans cette image-là aussi. Ces déplacements, non seulement ils permettent de créer une gestion plus simplifiée de l'intersection, mais en plus, ça favorise aussi le transport collectif dans la mesure où est-ce qu'une fois que l'embarquement est terminé, l'autobus n'a pas besoin d'attendre après un feu rouge. Donc, les interventions sont prévues en 2 temps. Premièrement, on fait une réallocation de l'espace avec du marquage, des bollards et des panneaux. Donc, le marquage, les bollards, c'est les petites tiges de plastique qui séparent, qui délimitent un petit peu la voie cyclable. On fait une nouvelle programmation des feux de circulation aux 23 intersections, ce qui permet de sécuriser tous les usagers, donc non seulement les piétons à certaines intersections, donc notamment proche des écoles, on donne plus de temps aux piétons, mais on ajoute aussi des feux cyclistes à certaines intersections, là où est-ce que les débits le justifient. On a aussi des travaux de base de feu. Ces travaux de base de feu-là constituent en fait la majorité des travaux qui sont prévus en 2023. On a aussi le déplacement de la plupart des arrêts d'autobus après les intersections. Donc, l'objectif, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est de simplifier la gestion des intersections et de les rendre plus sécuritaires. Les arrêts vont être déplacés dès 2023. On est en train de travailler avec la STM pour déplacer certains abribus dès 2023. Mais si ce n'est pas possible, tous les abribus, eux autres, vont être déplacés en 2024. Finalement, on va avoir quelques travaux de construction mineure, donc certaines interventions ponctuelles comme démolir des petits mailles qui empêchent la mise en place du lien
ou la construction de quais d'autobus pour les autobus scolaires vis-à-vis de l'école. Donc, l'envergure des travaux pour 2023 vise plus le rééquilibrage des usages et pas la construction plus grande comme des saillies de trottoirs ou des fosses de plantation ou de l'ajout d'arbres pour 2023. Ensuite, en 2024, on revient puis on consolide les aménagements mis en 2023. Donc, on construit 41 quais d'autobus de la STM, puis on s'assure que tous les abribus qui sont à déplacer le soient. On a des quais qui sont similaires à ce qui a été mis en place sur le REF Saint-Denis, comme on peut voir sur l'image qui est ici. On fait des travaux de construction un peu plus importants. Donc, par exemple, la fermeture de la bretelle cette année va être fermée avec des cloches de béton, mais on va revenir en 2024 et on va faire des travaux plus importants pour la fermer en bonne et due forme. On prévoit aussi de reconstruire la rue entre Jarry et Jean-Talon. Donc, on parle de reconstruction complète, conduite d'aqueduc, entrée de service en plomb, trottoir, rue. Puis, il va faire l'objet d'un processus de projet distinct pour faire la plus belle bonification de projet que possible. Finalement, en 2024, on va avoir la fin des travaux entre Rosemont et Saint-Grégoire associés avec le viaduc des Carrières, les travaux qui sont débutés cette année. En ce qui a trait à la circulation de stationnement, on maintient environ 85% des cases de stationnement existantes. En fait, le retrait est principalement dû au déplacement des arrêts d'autobus après les intersections et quelques dégagements visuels vis-à-vis les entrées de garage pour être sûr d'avoir une bonne communication visuelle entre ceux qui veulent accéder et les cyclistes. On en profite aussi pour uniformiser les heures de stationnement interdits. On les adapte aujourd'hui au nord et au sud. Ça, c'est dans l'arrondissement antique, Quartier-Ville. On sait qu'au nord et au sud du chemin de fer, les heures sont différentes. On parle d'un retrait d'une voie de circulation par direction de la rue Jarry au boulevard Rosemont et d'une voie de circulation. Longue histoire courte, on maintient une voie de circulation par direction en tout temps, sauf entre Jarry et Crémazie, dans les deux sens, et dans Antique-Quartier-Ville en pointe, dans le sens de la pointe. On maintient la piste cyclable surboyée entre Villeray et des Carrières parce qu'elle répond à des besoins. Et le sentier multifonction entre Louvain et Crémazie va être converti de piste cyclable en aménagement qui va être plus axé pour des gens qui veulent circuler un peu plus tranquillement. Et bien entendu, le service en commun va être maintenu tout le long de l'axe. Donc, si je veux résumer un petit peu les avantages du projet et les objectifs qui vont être atteints, on parle de la sécurisation, l'augmentation de la capacité et la simplification des voies cyclables, la simplification des mouvements. On parle aussi de la sécurisation des intersections pour tous les usagers. Et c'est un projet qui va amener une ambiance beaucoup plus agréable grâce à l'apaisement de circulation tout le long de l'axe. Il faut toujours tenir en compte qu'on se retrouve dans un axe avec plusieurs écoles. Il y a plusieurs places où est-ce que le 30 km/h est mis en place, mais il est super difficile d'être respecté parce que la configuration de la rue n'encourage pas le respect du 30 km/h. Donc, on va ramener cette avenue-là à l'échelle où est-ce qu'elle devrait être due. Puis, finalement, on parle d'avoir une meilleure connectivité avec les différents points d'intérêt. Donc, tous ces avantages-là seront bien appréciés des citoyens puisqu'ils s'alignent bien avec les résultats du sondage dont il va être présentement question. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Vissière, pour la présentation du projet. Je vais maintenant inviter M. Gabriel Sicotte, qui est conseiller en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, à vous présenter justement les résultats du sondage. Donc, à vous, M. Sicotte. On a un problème de son avec... on ne vous entend pas, M. Sicotte. Ça devrait aller mieux maintenant que j'ai baissé mon micro. C'est bon. Donc, merci. Le sondage publié en février dernier sur la plateforme Réalisons Montréal s'intègre dans une démarche de concertation des parties prenantes qui se trouvent le long de l'axe. Ces parties prenantes sont des écoles,
des commerces, institutions et groupes de citoyens qui ont été rencontrés d'abord de façon individuelle durant les mois de décembre et janvier dernier, et ensuite dans le cadre de sessions d'information et rétroaction tenues en groupe en février, lors desquelles a été recueillie une rétroaction face au projet. Au total, ce sont 34 parties prenantes qui ont été rencontrées individuellement et 19 personnes représentant des parties prenantes qui ont participé aux sessions d'information et rétroaction. Ces échanges ont permis d'intégrer divers ajustements au projet, notamment en lien avec le déplacement des zones de livraison commerciale et la sécurisation des quais d'embarquement et débarquement aux écoles. Le sondage complète ainsi cette démarche en s'adressant à l'ensemble des citoyens, notamment ceux qui résident à proximité du projet. L'objectif principal du sondage était de recueillir les commentaires des participants et mieux comprendre leurs priorités afin de bonifier les aménagements prévus. Notez qu'un rapport de sondage sera publié prochainement sur la plateforme Réalisons Montréal. Donc, il y a eu une très bonne participation au sondage. En effet, c'est 3001 personnes qui ont complété le sondage entre le 1er et le 22 février dernier. Ces répondants correspondent à 75% des personnes qui ont consulté la page du sondage et à 41% des personnes ayant consulté la page du projet. Donc, le profil des répondants au sondage était très diversifié. D'abord, on a une représentation assez équilibrée des femmes et des hommes avec environ 50% pour l'un et pour l'autre. Il y a 20% des répondants qui habitent directement sur l'avenue Christophe-Colomb dans le secteur concerné par le projet, alors que près de la moitié des répondants habitent à 4 à 5 rues de l'avenue. Il y a finalement 94% des répondants qui proviennent des 4 arrondissements concernés par le projet, avec une plus faible participation pour les résidents du plateau, moins impactés par le projet. Il y a également 1702 répondants qui ont laissé un commentaire à la question ouverte du sondage. Ces commentaires constituent en partie des mots soit de remerciement en faveur du projet et parfois des critiques, des questions, des suggestions pour améliorer l'aménagement prévu. Ces derniers ont été étudiés pour préparer au mieux la rencontre d'aujourd'hui et sont également revus pour identifier les adaptations possibles au projet. Finalement, sur un outil de carte interactive qui était également disponible sur la page du projet, il y a eu 125 épingles qui ont été apposées afin de communiquer un point d'attention, une suggestion ou une question. C'est également des éléments qui vont être étudiés pour bonifier le projet. Afin d'évaluer la facilité d'accès actuelle sur la rue Christophe-Colomb, à partir des différents modes de déplacement, il y a une question sur l'expérience de déplacement actuelle qui a été posée dans le sondage, permettant d'exprimer si celle-ci était très facile, difficile ou très difficile. On a donc pu constater que le vélo est le mode de déplacement associé au plus fort taux de réponse indiquant une expérience difficile ou très difficile. C'est en effet 52% des répondants qui font du vélo sur Christophe-Colomb qui considèrent qu'il est difficile ou très difficile de se rendre et ou circuler sur l'avenue avec ce mode de déplacement. Et bien évidemment, le nouvel aménagement permettra de répondre à cet enjeu. Le sondage comportait également une question qui nous a permis d'identifier les priorités des répondants en ce qui concerne le réaménagement sur Christophe-Colomb. Et sur la liste des priorités identifiées, il leur était demandé d'en choisir un maximum de 5. Il y a près de 70% des participants qui considèrent que la sécurisation des intersections doit figurer parmi les 5 priorités. Notons que l'implantation de l'aménagement cyclable apparaît clairement comme une priorité auprès des répondants, car il y a quand même 57% des répondants qui l'ont sélectionné comme étant une de leurs 5 priorités à considérer. Puis, les grandes priorités telles que la sécurité aux intersections et la sécurité et confort des usagers, elles vont de pair avec l'aménagement cyclable qui est prévu. En ce qui concerne la fluidité de la circulation, c'est aussi une priorité qui est prise en compte, notamment par l'aménagement des baies de virage à droite qui ont été mentionnés par Ralph plus tôt. Et finalement, le retrait d'une voie de circulation par direction est compatible avec la priorité de ralentir et réduire la circulation sur l'axe. Pour continuer, donc, je vais repasser la parole à mon collègue Ralph. Merci.
Merci, Gabriel. Donc, par rapport à la réalisation des travaux, je sais qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport au calendrier. Donc, à partir d'aujourd'hui, 22 mars 2023, on a notre présentation publique. La prochaine étape importante, c'est le début mai 2023 où est-ce qu'on va octroyer le contrat et les travaux devraient débuter à partir de la mi-mai. Donc, on parle de travaux qui s'étalent sur à peu près une quinzaine de semaines pour finir à peu près à la mi-septembre et avoir une mise en service euh, fin septembre à peu près. Quant aux impacts qui sont associés, on va avoir des travaux qui sont très ponctuels aux intersections. Donc, ce n'est pas des travaux d'envergure qui vont entraver tout. On va avoir de la circulation. Les travaux vont être très ponctuels, mais on s'assure de maintenir la circulation dans les deux sens euh, véhiculaires. On maintient le service de transport en commun en tout temps. On maintient l'accessibilité piétonne aussi. Puis, le calendrier, les séquences des interventions vont se préciser une fois que le contrat est octroyé. Puis pour pouvoir mieux coordonner le tout avec les riverains qui risquent d'être un petit peu plus affectés, on va avoir une communication qui va être établie. Donc, pour parler de communication, ça, c'est la prochaine étape qui va être question. Donc, je vais passer la parole à Madame Dumont. Oui, donc merci, Monsieur Vissière, merci, Monsieur Scott. Donc, ça sera à mon tour maintenant de passer la parole à Monsieur Julien Fortin, qui est chargé de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal. Il vous présentera les outils de communication qui seront déployés durant les travaux. Donc, à vous, Monsieur Fortin. Merci, Sonia. Bonsoir. Écoutez, sachez que plusieurs outils de communication suivants, s'il vous plaît. Plusieurs outils de communication ont été prévus là, pour vous informer avant et pendant le début des travaux. Si vous habitez à proximité de l'avenue Christophe-Colomb, vous avez dû recevoir en février dernier une lettre en amont qui vous invitait à compléter le sondage en ligne, mais aussi qui vous présentait le concept d'aménagement et ses principaux avantages. Sachez aussi qu'avant le début des travaux et tout au long des travaux, des avis vont vous être distribués là, porte à porte dans les secteurs où l'aménagement va être fait. Je vous invite à porter attention à ces avis de travaux-là parce qu'ils comportent toute l'information sur les incidences que pourraient avoir les travaux là, sur votre quotidien, sur le plan de la circulation, par exemple, du stationnement, sur l'accès à vos bâtiments ou encore sur la collecte des ordures et des matières recyclables et compostables. Suivant. En ce moment, il y a un site web sur montréal.ca que vous pouvez consulter qui présente justement un peu comme la lettre en amont le concept d'aménagement des nouvelles voies cyclables et qui donne aussi toutes les informations sur les bénéfices du projet. Plus tard, juste avant le début des travaux, il va y avoir aussi une page là, qui sera dédiée aux travaux et où sera rassemblés tous les avis de travaux qui seront distribués là, tout au long du projet. Sachez aussi que l'information sera en ligne sur la carte Info Travaux qui comporte tous les travaux qui sont réalisés par la Ville. Il suffit de cliquer là, sur votre arrondissement pour trouver toutes les informations liées au projet. Suivant. Aussi, si vous habitez à proximité, vous avez dû voir là, sur l'avenue des panneaux d'information qui ont été installés en février pour vous inviter à compléter le sondage. D'autres panneaux d'information tout au long des travaux vont être aussi installés à proximité pour vous informer de la nature des travaux et vous donner le numéro pour vous renseigner. Suivant. Aussi, sachez que vous pouvez nous joindre en tout temps au 514-872-3777. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, du samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés de 9h à 17h. En dehors de ces heures-là, vous pouvez composer le 3 en 1. À ce numéro-là, vous pouvez joindre en fait notre équipe qui est dédiée aux travaux, qui va pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel. Sachez aussi que si vous prévoyez de déménager ou que vous attendez une livraison de meubles, par exemple, ou d'électroménager, il suffit de nous contacter, puis on pourra, là, notre équipe pourra s'assurer que les camions aient accès à votre bâtiment. Voilà.
ça complète. Merci beaucoup, messieurs, pour ces informations, cette présentation. Alors, on est arrivé maintenant au moment de la période de questions-réponses. Donc, on a suffisamment de temps pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, avant de commencer, je vais vous rappeler certaines règles de bon fonctionnement pour cette partie de la rencontre. Alors, je nous invite tous à nous écouter les uns les autres et à participer aux échanges dans un esprit d'ouverture en respectant les opinions des autres et à participer à l'élaboration de propositions durables et adaptées aux besoins de tous et toutes. Je vous demanderai de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet pour donner la chance à tous et à toutes d'intervenir. Les questions dont le sujet a déjà été abordé seront considérées comme ayant été répondues. Alors, comme je le disais, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions dans le temps qui nous reste et je vous invite à les poser. Vous avez déjà commencé, je le sais, je le vois, en utilisant l'outil questions-réponses ou encore Q&A, dépendant de la langue de votre appareil, ou encore en utilisant l'outil main levée. Donc, vous voyez en bas de votre écran, vous avez une petite main comme ça que je vous invite à lever si vous souhaitez poser une question. Les intervenants et les intervenantes ce soir vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes de façon succincte en 1 à 2 minutes. Par contre, il est possible qu'il ou elle ne soit pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Alors, si c'est le cas, nous prendrons votre question en note et nous y répondrons dans un document qui vous sera envoyé à tous les participantes par courriel et qui sera également déposé sur montréal.ca. Alors, nous vous demandons évidemment de demeurer respectueux dans vos échanges parce qu'aucun écart de langage ne sera toléré. Donc, je sais encore une fois que vous êtes déjà nombreux à poser des questions. Vous en avez déjà posé au moment de votre inscription. Donc, moi, je vais débuter par les questions qui ont été posées au moment de votre inscription, puis j'alternerai et je vais faire de mon mieux pour faire ça de la façon la plus dynamique possible. Et quelquefois, vous êtes plusieurs à avoir posé la même question ou encore des questions similaires. Alors, il est possible que je regroupe les questions. Je vais demander à mes collègues aussi de m'assister aux besoins. Alors, la première question vient de M. Martineau. Alors, avez-vous fait une étude d'impact, environnement, urgence santé, stationnement, déplacement des trajets des automobilistes? Donc, je pense que ça, c'est M. Vissière qui serait le mieux placé pour y répondre. Oui, merci pour la question. On a eu le projet en 2020 qui nous a permis de vivre l'expérience pour pouvoir voir un petit peu comment la dynamique se vit, puis on a capitalisé sur nos expériences pour voir comment on peut bonifier. Il y a aussi le fait que dans le cadre de ce projet-là, on est allé chercher le plus d'intervenir. Donc, on parle d'urgence santé. On a communiqué avec le CIM, le SPVM, on a impliqué le plus de parties prenantes que possible pour bonifier le projet le plus que possible. Parfait, merci. Je poursuis rapidement avec une question posée par plusieurs, à la fois au moment de l'inscription, puis je l'ai vu aussi circuler. Donc, on demande, est-ce que des mesures d'apaisement de la circulation sont prévues dans les rues parallèles à Christophe-Colomb, entre autres, pour assurer la sécurité dans les ruelles? Alors, encore une fois, je pense que M. Vissière, vous allez être appelé à répondre. Je vous invite. Encore une fois, je suis prêt. Encore une fois, merci. Ouais, en fait, on sait que c'est une inquiétude que les gens ont. C'est très légitime comme inquiétude. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on prévoit des comptages. On va faire des comptages un peu sur des rues adjacentes pour pouvoir documenter le phénomène. Si on constate qu'effectivement, il y a une augmentation du transit, on va collaborer avec chaque arrondissement pour mettre en place les mesures qui sont appropriées. Donc, les mesures peuvent être différentes d'un arrondissement à l'autre, les phénomènes peuvent être différents d'un à l'autre, mais ça va être beaucoup plus facile d'intervenir si on est capable de le documenter. Donc, on crée un avant-maintenant qu'on va être capable de comparer avec ce qu'il fait par la suite. Merci beaucoup. Je vais vous garder parce qu'il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur les arbres. Est-ce qu'il y a des arbres qui seront plantés? L'envergure du projet de cette année, malheureusement, n'implique pas ce genre d'intervention-là. Donc, on n'a pas des saillies,
Puis je sais que c'est quelque chose qui est très demandé. Il n'y a pas des saillies, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas ce genre de grosses modifications en 2023. Par contre, c'est le genre d'intervention qui pourrait être faite l'année prochaine. Donc, la conception est en cours. Le projet, il s'étale sur toute la longueur de l'axe. Donc, on a une partie où est-ce qu'on reconstruit toute la rue. Là, on est capable de reconsidérer des configurations complètement différentes dans la limite que la position des arbres existants nous permet. Puis, dans les autres parties où est-ce qu'on a des interventions moins importantes que la reconstruction de rue, mais on a quand même l'opportunité de créer, d'ajouter de la plantation aux besoins. Merci, je vous garde encore d'autres questions. Qu'est-ce qui est envisagé comme accès, pour les services d'urgence dans l'axe nord-sud? Ça va être les mêmes qu'actuellement. En fait, l'axe est plus fait pour préconiser le transit, mais il reste quand même accessible. Et puis, on a une certaine fluidité aussi qui est assurée justement avec la gestion des intersections qui a fait l'objet de beaucoup de travail. Donc, les accès pour les services d'urgence vont rester les mêmes. Okay. Je vous garde encore parce que M. Louis Etu et plusieurs autres aussi que j'ai lus s'interrogent sur la circulation qui est intense sur Christophe Colomb déjà. Quel sera l'impact de la perte d'une voie dans chaque direction? L'expérience nous a démontré, on a vécu l'expérience déjà avec Saint-Denis. L'expérience nous démontre, et puis avec les VAS aussi, ça démontre que les débits nord-sud vont se distribuer naturellement sur les axes qui sont adjacents. On pense à Delorimier, on pense à Papineau, on pense à Saint-Hubert, notamment, qui sont à proximité. Certains usagers vont décider de faire leur transit nord-sud sur d'autres axes plutôt que de le faire sur Christophe Colomb. Puis ceux qui se destinent sur Christophe Colomb vont pouvoir le faire quand même. Parfait. Donc, une autre question encore qui a été posée au moment de l'inscription, puis ensuite, je vais aller avec les mains levées. Monsieur Sabourin, Monsieur Léger, est-ce que le projet aura un impact sur le projet de changer les entrées d'eau en plomb? Non, le projet ne va pas impacter les objectifs, ne va pas impacter les échéanciers. Au contraire, c'est un projet qui est un petit peu un catalyseur pour prioriser la reconstruction de la rue entre Jarry et Jean Talon. Donc, si ça fait une chose, ça l'a accéléré. OK, parfait. Merci beaucoup, M. Sia. Là, je vais aller avec les mains levées chez Mme Isabelle Rodrigue qui a la main levée. Donc, je vous invite à poser votre question, Mme Rodrigue. Oui, bonsoir. 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 Je l'ai mis dans le chat. Moi, j'habite sur Christophe Colomb. Alors, je l'ai vécu. Je comprends que c'est de la sécurité, mais je n'ai jamais vu en tant d'années que j'habite ici autant de virages en U que quand ils ont mis les fameuses pistes cyclables. D'accord? Moi, je suis en télétravail, je l'ai été. Ma voiture est stationnée en arrière chez nous. Je ne l'utilise pas, c'est bien correct. Mais là, ce qui me préoccupe le plus, c'est là, on a dit, si j'ai bien compris, arrivé, mettons que les voitures circulent Christophe Colomb, direction nord. S'ils veulent aller à gauche, après la métropolitaine, pour aller emprunter la voie de service ou la métropolitaine, ça ne sera plus permis. C'est bien ça que j'ai compris? OK. Ils vont nous forcer à droite. Je comprends le droite parce qu'il y en a déjà qui le font, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils nous forcent à droite, ou ils forcent nous, mais voulant dire, mettons, les automobilistes, quand on va être les automobilistes, ou même, ils vont les forcer à droite où ce que les IGA. Où ce que les IGA, il y a Aura. C'est une résidence pour personnes âgées. À côté, il y avait la bâtisse, il y avait une garderie dans cette bâtisse-là. D'accord? Moi, mes enfants, quand ils étaient jeunes, c'était là qu'ils allaient. Mais on oublie même la garderie. Moi, je pense au fait qu'il y a une résidence pour personnes âgées, déjà qui ont mis la pharmacie et les IGA là, justement, pour desservir ces gens-là. Tout d'un coup, ils vont se ramasser avec une question de trafic puis de bruit beaucoup plus, puis à toutes les heures, parce qu'on s'entend qu'en bloquant l'accès, alors j'essaie de comprendre, est-ce qu'on a envisagé l'impact sur ces gens-là? OK. Monsieur Vissière? Cet impact par rapport à ce riverain-là spécifiquement n'a pas été soulevé en particulier. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà du bruit associé avec l'autoroute 40. Donc,
c'est sûr que ça ajoute un petit peu, mais c'est jamais au même niveau que qu'est-ce qu'on a sur l'autoroute. L'objectif de ce détour-là n'était pas d'ajouter du débit sur Crémazie, mais de s'assurer que le mouvement se fasse de façon sécuritaire. On aurait pu faire le U-turn un petit peu avant la sortie de l'autoroute, ça aurait été extrêmement dangereux. Donc, l'objectif, c'était de ramener le tout où est-ce qu'on avait un feu de circulation. Puis ce feu de circulation-là, la programmation va être revue pour tenir compte de l'augmentation du débit. Mais le virage à gauche, lui, en tant que tel, était considéré comme un mouvement qui était dangereux. Donc, on avait besoin de corriger la situation par rapport à ce mouvement-là. Est-ce que je peux poser une sous-question, vite? Allez-y, oui, allez-y. Oui, ça va aller vite. Parce que je comprends ce que vous dites, que où il y avait l'autre, c'était pas sécuritaire, mais là-bas, où que l'autre virage était permis, là-bas, on arrêtait, il n'y a rien qui se passe. Ici, je pense que c'est une intersection. Alors, moi, je pense aux automobilistes frustrés qu'on envoie à tous les jours, qu'ils brûlent les lumières. Est-ce qu'on est en train de créer, justement, un niveau de non-sécurité, un nouveau risque qui n'existait pas, avec tout le trafic, puis tout le monde qui va vouloir s'engager dans la voie, justement, avant que la lumière tourne et tout ça. Alors, moi, je vois ça comme un gros enjeu parce qu'il y a des personnes âgées, puis des moins âgées aussi qui vont à l'épicerie. Alors, je pense qu'il aurait dû considérer ça, là. Puis moi, j'habite pas là, j'habite sur Christophe-Colomb, là, vraiment là où ça va se passer. Alors, mais je pense à ça parce qu'on le voit que ça a été construit justement pour des personnes âgées et tout. Ben, on va prendre ce commentaire-là en note qu'on va faire la programmation du feu pour être sûr de tenir compte de la population qui risque de s'y retrouver. Donc, je vous remercie pour ce point-là. Merci de m'avoir accordé du temps. Merci beaucoup, Mme Rodrigue. Je vais donner la parole à M. Mongrain qui a la main levée également, M. Danny Mongrain. Donc, je vous invite à poser votre question. On va y aller rondement. Je sais que vous en avez beaucoup de questions, alors je vous invite à être le plus succinct possible. M. Mongrain, juste ouvrez votre micro. Bon. Et on va passer à ce moment-là à M. McCray, puis si M. Mongrain retrouve son micro, on reviendra à lui. Donc, M. McCray. Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Super, merci. Merci beaucoup pour le projet, c'est vraiment très intéressant. J'ai déjà habité sur Christophe-Colomb, puis c'est des changements qui sont vraiment nécessaires pour la sécurité. Maintenant, j'habite dans Ville-Marie et tantôt, Mme Giguère avait mentionné le goulot d'étranglement un peu avec Saint-Denis. Il y a beaucoup de circulation sur le Rêve. Mais la circulation sur le Rêve se ramasse sur Berry, au centre-ville, ce qui a aussi des enjeux. Et je me demandais s'il y avait des plans pour prolonger dans un sens l'axe vers le sud, dans Ville-Marie. Mettons, rendu sur le plateau, on peut prendre de la Roche Christophe-Colomb, puis dans Ville-Marie, ça serait Atadegen, par exemple, qui serait la suite. Donc, est-ce qu'il y a un projet prévu à moyen terme ou à court terme? Merci pour la question, M. McCray. Est-ce que ce serait Mme Vessière qui pourrait donner des éléments de réponse? Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Très bien. Allez-y. Donc, on est en train de regarder la programmation pour voir est-ce qu'il y a des choses, en fait, la planification du réseau cyclable, excusez-moi, j'utilise un terme technique. Donc, on est en train de regarder ce qui peut être fait pour s'assurer de la connexion des différents axes. Je prends en note votre suggestion. C'est pas dans les activités qu'on va faire cette année, mais par contre, c'est des choses qu'on regarde en effet parce que la connexion est importante. Merci beaucoup, Mme Vessière. Ça répond à votre question, M. McCray? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de l'avoir posé. Je vais peut-être refaire une dernière vérification auprès de M. Mongrain pour sa question, sinon je vais lire quelques questions. Est-ce que M. Mongrain est prêt à poser sa question? OK. Si jamais vous changez, on revient à vous. Alors, plusieurs personnes, là, je ne les nommerai pas tous parce que vous êtes très nombreux, vous avez demandé quels seront les aménagements pour assurer la sécurité des enfants dont leur entrée de cours donne sur l'avenue Christophe-Colomb. Donc, ça, c'est pour vous, M. Vissière. Oui, dès 2023, il est prévu de construire des quais
pour l'embarquement, débarquement de ces élèves-là quand ils vont débarquer l'autobus scolaire. Donc, le quai va permettre de créer un espace où est-ce que ça crée un petit goulot d'étranglement pour que le cycliste soit conscient qu'il croise quelque part où est-ce qu'il y a un embarquement, débarquement d'enfants. Donc, c'est la mesure qu'on prend. On reste en contact avec les écoles. Puis s'il y a des bonifications à faire par la suite, ben, on va rester réactif. OK, parfait. Je vous garde avec moi une question sur, en fait, on vous demande si vous avez pensé au débordement du coin Raymond Pelletier, Jacques Cassot, Christophe Colomb et Crémazie. En fait, c'est une question qui peut se poser tout le long de l'axe, hein. Souvent, les gens ils vont se poser la question, est-ce qu'on a pensé au débit par rapport à tout ça? Tu sais? Pour le projet en tant que tel, on a eu notre expérience avec les VAS. On sait que les débits vont se rééquilibrer. On sait aussi que dans ce coin-là, c'est les gens qui veulent accéder à l'autoroute 40. Donc, entre Jacques Cazot et Crémazie, la piste cyclable se retrouve en arrière. On la sort de la rue, on se connecte exactement à l'accès qu'on a aujourd'hui. Ça, non seulement, ça permet les accès aux résidences André Grasset, qu'il y a une nouvelle configuration qui a été faite dernièrement, mais en plus, ça permet de simplifier la gestion de l'intersection, puis ça donne une voie de plus de circulation. Donc, ça va être la situation qui va être en place. Parfait. J'ai une question, une dernière question posée par Anouchka Terrien. Est-ce que vous avez prévu un espace de dégagement pour que les conducteurs puissent accéder à leur voiture en toute sécurité? Ben, en fait, entre la piste cyclable et le stationnement, il va y avoir une espèce de zone tampon. Cette zone tampon-là, ça va être du hachuré. Il va y avoir les bollards. On la voit sur l'image, justement. On voit les bollards verts, mais le long de ça, on a une zone tampon qui va avoir une certaine largeur qui va permettre de débarquer sans tomber directement dans la voie cyclable, sans avoir peur de se faire accrocher. Parfait. Je vais aller avec une petite dernière écrite parce que c'est en lien aussi avec la sécurité que plusieurs se demandent. Donc, pour les habitations dont l'accès du stationnement se fait via Christophe Colomb, comment Oui. assurer la sécurité des déplacements? Mais la clé de tout ça, c'est toujours la communication visuelle, hein. Il faut que tous les usagers soient capables de se voir. Donc, on a un certain dégagement qu'on va prévoir, une petite interdiction de stationnement quelques mètres avant ces entrées-là. Ça va permettre de garder un couloir de visibilité pour pouvoir apercevoir les cyclistes quand on entre. Puis quand on sort, souvent, on voit le vélo, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les autos qui circulent. Donc, ce couloir-là permet aussi d'être capable de voir si y a un véhicule qui s'en vient pour pouvoir s'engager sécuritairement dans la voie publique. Parfait, merci beaucoup. Je vais passer aux mains levées. J'ai celle de M. Normand Lalonde. Alors, M. Lalonde, je vous invite à poser votre question. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend. Peut-être parler un peu plus OK. fort. Je vais essayer. Parfait. C'est concernant le tronçon de Christophe Colomb au sud de Rosemont, avant qu'il soit construit, avant qu'il ne relie la partie qui sera construite au nord. Je veux éviter que les vélos soient vu que la ligne droite est le chemin le plus court pour les vélos, qui traversent Christophe Colomb à l'embouchure du viaduc. Vous savez qu'il y a des vélos blancs devant certains viaducs à Montréal, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que ça se produise parce que pendant que ça ne sera pas construit, les vélos qui voudront aller vers le nord vont donc devoir traverser Christophe Colomb pour aller rejoindre la piste qui va se rendre après la rue Rosemont, qui va se rendre vers le nord. Par où passeront-ils en attendant que leur tronçon soit construit? Ben, je ne veux pas qu'ils soient incités à traverser Christophe Colomb. Voilà. Je ne sais pas si on a bien entendu tout le monde. Ralph, oui? Est-ce que tu Oui. peux peut-être juste… En fait, c'est une question qui est super pertinente, puis c'est de la coordination fine qu'on a fait. Les gens qui sont responsables du projet du viaduc des Carrières assurent en tout temps un transit de vélo via la piste existante qui passe à travers le parc des Carrières puis qui se connecte à la rue Boyer.
Donc, ce qu'on prévoit en direction sud, c'est que l'aménagement cyclable arrête à Bellechasse. On invite les gens à faire leur transit par Bellechasse, puis de continuer leur chemin en direction sud par Boyer, puis passer par le parc où est-ce que la connexion cyclable est assurée en tout temps. Puis ça va être la même chose pour la direction nord. Donc, la direction nord, on va inviter les gens à utiliser la bidirectionnelle, que le transit va être assuré en tout temps pour se connecter à Boyer, monter Boyer jusqu'à Bellechasse, puis utiliser Bellechasse pour venir continuer en direction nord sur Christophe Colomb. Merci des précisions. Merci. Est-ce que ça répond, M. Lalonde? Oui, merci. Merci beaucoup pour votre question. Je passerai, pardon, je passerai la parole à M. Pascal Deslauriers pour qu'il puisse poser sa question. À vous, M. Deslauriers. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et merci à tous les panélistes. C'était très intéressant. En fait, ma question est au niveau du transport en commun. Je me demandais s'il y avait eu des pourparlers avec la STM pour essayer de fluidifier là, le transport en commun au niveau de l'avenue Christophe-Colomb, parce que présentement, il n'y a aucune ligne d'autobus qui fait Christophe-Colomb à la longueur au complet. Donc, d'Henri Bourassa jusqu'au Parc Laurier, je crois, jusqu'à Descarrières. Donc, je me demandais si c'était quelque chose qui était dans les plans, là, tant qu'à refaire les intersections puis les arrêts d'autobus, si c'était quelque chose qui était prévu là, dans le projet ou qui pourrait peut-être être envisagé, étant donné que, par exemple, moi, j'habite dans le domaine Saint-Sulpice, puis on est très enclavé, là, par exemple, si on veut se rendre dans Villeray ou plus dans Rosemont, il faut faire quand même des bons détours là, on peut pas passer par Christophe Colomb en autobus, puis c'est assez compliqué. Donc, je me demandais si ça avait été inclus dans le projet ou si c'est quelque chose auquel vous avez pensé. Merci. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que ce serait M. Vissière encore? Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse? J'ai des éléments de réponse. Hmm. En fait, justement, pour la position des quais d'autobus, on travaille en étroite collaboration avec la STM. Donc, tout ce qui est question de réseau, ça sort un petit peu de notre cours. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est capable de considérer pour 2023. C'est bien entendu, puis vous avez très bien verbalisé quelque chose qui se répète souvent. Donc, on va apporter ça à l'attention de la STM, puis on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à propos de ça, mais je ne suis pas en mesure de m'engager à ce propos-là pour le moment. Je peux juste m'engager à être le porte-parole. Parfait. Super, mais oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Parce que c'est ça, par exemple, on peut pas. Il y a 3 lignes d'autobus présentement. Il y a la 13, la 146 et la 54, mais aucune là, fait Christophe-Colomb complet. Fait qu'on doit, par exemple, aller à Papineau ou à Saint-Hubert, qui est quand même. Il n'y a rien au milieu. Donc, c'est cet enjeu-là que je voulais soulever. Puis, merci de votre écoute. Okay. Merci beaucoup, M. Deslauriers. Maintenant, je passerai la parole je n'ai pas le nom de famille, j'ai Benjamin. Donc, j'inviterai Benjamin à poser sa question. Oui, Benjamin. Plus de main levée, OK. Donc, le prochain, j'ai des vieilles mains, excusez-moi, là, on dit ça de façon usuelle, j'ai les vieilles mains de M. McCray, M. Lalonde, M. Deslauriers, peut-être que vous pourriez me les baisser, ça serait plus facile. Et la prochaine, c'est Swan Morin. Donc, je vous inviterai à poser votre question. C'est le nom que j'ai, Swan Morin. Pas de question. OK. La prochaine, c'est Juliette Micula. Donc, je vous inviterai à poser votre question. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, allez-y. Bonjour, merci à tous de votre présence et de votre attention à répondre à tout le monde. Ça va être plutôt rapide et je suis désolée. C'est que j'étais pas trop convaincue par la réponse qui a été donnée sur cette première question. Alors, je me permets de la reposer. Il s'agit de l'étude de l'impact aussi bien environnemental de la réduction de 2 voies, parce que ça va forcément créer plus de bouchons et de trafic, et aussi l'impact sur les voies adjacentes. Je sais que
a priori, vous pensez que ça va se fluidifier sur les autres axes, notamment Papineau et Delorimier, mais il se trouve que Delorimier et Papineau sont déjà tellement achalandés le matin et le soir, que ce soit pour descendre ou pour remonter. Il me semble que bien que naturellement ça va se faire, c'est au détriment de la fluidité, premièrement, et de l'environnement. On crée 3 axes qui vont être achalandés tous les jours, tous les matins, puis tous les soirs. Et il me semble que ce n'est pas trop viable. Est-ce qu'il y a une étude d'impact sur la circulation et sur l'environnement qui a été faite, s'il vous plaît? Donc, je vais demander peut-être à M. Hussière de Je suis désolée. Non, je vais reformuler ma question avec des détails différents. C'est bien qu'on me pose la question, ça me permet de la bonifier. En fait, on n'a pas fait d'études de circulation pour déterminer si on faisait le projet ou pas. Ça, c'est assez simple. On n'a pas basé la décision de faire le projet sur une étude de circulation. Par contre, chacune des intersections, on a fait des analyses pour les rendre le plus performantes et sécuritaires que possible. Quant à une étude d'impact environnemental, on n'en a pas fait. Mais c'est difficile de concevoir, de voir qu'on améliore l'accessibilité au transport durable, qui va avoir un impact négatif à long terme. C'est ça qu'à court terme, on va avoir des ajustements, mais c'est comme ça pour à peu près tous les projets. Il faut toujours laisser le temps au projet de vivre, le temps aux gens de s'adapter à la nouvelle situation, adopter des nouveaux comportements. C'est après un certain temps qu'il faut voir comment on va réagir, comment on va s'adapter, s'il y a des adaptations à faire. Donc, ça revient un petit peu à la même chose que pour le transit sur les axes transversaux, que ce soit sur les rues locales ou que ce soit sur les artères qui sont à proximité. Il faut laisser le temps aux gens de prendre leurs nouvelles habitudes. Puis si leurs nouvelles habitudes, ce n'est pas des nouvelles habitudes qui conviennent, bien, on réagit. Est-ce que ça répond à la question? Oui, non, tout à fait. OK, super. Oui, merci. Merci de l'avoir posé. Je vais aller avec quelques questions écrites, puis la prochaine personne qui pourra poser sa question sera, j'ai des vieilles mains levées, excusez-moi. Je vais revenir avec Mme Swan Morin, mais je vais poser quelques questions écrites d'abord. Donc, plusieurs personnes demandent, est-ce que les voies automobiles seront aussi refaites en même temps que la piste cyclable? Donc, ça, c'est M. Vissière. Vous êtes vraiment sur la sellette ce soir. Ah oui, je suis sollicité. Moi, j'aime ça. En 2023, s'il y a des réparations de chaussées à faire, ça va être exclusivement sur les voies cyclables. Par contre, ce qu'on prévoit à partir de 2024, la reconstruction de rue, bien, nécessairement, on va faire toute la largeur de la rue. Puis, on se rappelle aussi que sur à peu près la plupart de l'axe, on a eu beaucoup de réparations dernièrement, donc il n'y a pas vraiment de besoin. Les besoins sont vraiment criants entre Jean Talon et Jarry. Donc, on va se concentrer là-dessus. On reconstruit dès 2024, mais en 2023, non, on ne réparera pas pour les véhicules. Parfait. Je vous garde encore. J'ai M. Bellefleur et d'autres qui se demandent pourquoi ne pas simplement sécuriser les intersections. Il y a pourtant déjà beaucoup de pistes cyclables autour. Bien, le besoin est plus grand que les intersections. On a des besoins déjà juste le concept en tant que tel, le concept de piste bidirectionnelle, on peut difficilement corriger la situation en restant bidirectionnel. Donc, on rentre en unidirectionnel, on s'en va tout le long de l'axe. Il y a aussi des enjeux de capacité. On sait qu'il y a une demande qui est grandissante. Donc, on répond à ce besoin-là aussi. Parfait. Merci. Je vais retourner aux mains levées. J'essaie de redonner la parole à Swan Morin. Donc, si vous avez une question, je vous invite à la poser. Et bonjour, ça va être ma fille Lou Morin qui a une question pour vous de l'école Saint-Arsène. Parfait. Alors, Lou. Bonjour, je m'appelle Lou, puis je vais à l'école Saint-Arsène. Moi, j'ai peur pour ma sécurité parce que, en fait, à l'intersection Christophe Colomb et Jean Talon, il n'y a pas de feu de circulation pour la priorité à gauche pour les véhicules. OK, donc tu es inquiète pour ta sécurité.
Ouais, donc les véhicules se dépêchent de tourner. J'ai vu plusieurs accidents et l'autre jour, ma mamie a failli se faire renverser. Donc, peut-être que M. Vissière. Ben, ça fait partie justement des interventions qu'on fait. On sécurise les mouvements, puis à certains endroits où est-ce qu'on a besoin de sécuriser les cyclistes, il y a certains virages à gauche qui vont être rendus interdits. Ça va sécuriser les mouvements, puis ça va faciliter la gestion de l'intersection aussi. Alors, merci beaucoup. Merci pour ta question, Lou. Merci beaucoup. J'inviterai Mme Monique Beaunoyer à poser sa question. Vous avez la main levée. Mme Beaunoyer, Monique Beaunoyer. Vous avez une question? Bon, je vais passer à la suivante si jamais vous revenez avec votre question. Mariano Tucci. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ben, je voudrais insister sur l'élément qui a déjà été apporté par d'autres personnes, c'est-à-dire un manque d'évaluation et des calculs sur l'importance de l'impact sur toute la circulation du quadrilatère qui va de Saint-Denis, disons à Jarry, Papineau, jusqu'à Rosemont, qui est déjà pris par des pistes cyclables sur toutes les rues, à l'exception de Christophe Colomb. Et on a déjà réduit les voies sur des Châteaubriand, Saint-Hubert, Saint-Denis, évidemment, là, etc., etc. Là, on prend une autre rue, on va la bloquer en partie. Et déjà, on ne réussit pas à circuler quasiment à toutes les heures de la journée parce que justement, il y a un trafic très intense. Parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de choses, le marché Jean Talon, la rue Saint-Laurent avec tous les magasins qui sont prisés et tout, des gens qui viennent même de l'extérieur du quartier. Je trouve que ces projets-là, ils nous est imposés sans avoir vraiment évalué l'impact pour les gens qui vivent dans le quartier et que c'est un petit peu outrancier de l'imposer comme ça sans, vous dites, oui, il y a eu des sondages qui ont été répondus par une partie minime de la population et qui ne sont certainement pas un reflet de la réalité de ce que pense la majorité des gens. Là. Enfin, que je trouve que c'est vraiment un très mauvais projet et on n'a même pas le droit de l'arrêter. Vous l'avez déjà décidé, c'est fini. Là, on n'a plus rien à faire que de l'accepter. Je pense qu'on a bien entendu votre commentaire, Monsieur Tucci, qui vient, je pense que des éléments de réponse ont déjà été donnés, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a envie d'ajouter quelque chose. On le reçoit. Très bien. Bien, si vous voulez, je pourrais donner des éléments un peu de réponse aussi, là, mais brièvement, l'idée, ce n'est pas tant d'imposer un projet. En fait, on le répète, on a eu un taux de satisfaction pendant l'installation des voies actives et sécuritaires il y a 3 ans qui était de 86 %. Donc, on sait là, que les riverains, les gens qui vivent sur Christophe Colomb ont apprécié ce projet-là. On sait que il y a beaucoup de personnes depuis décembre, depuis le décès de la petite Maria dans le centre-sud, qui ont réclamé qu'on apaise les rues, qu'on apaise la circulation, qu'on réduise les vitesses. On nous faisait observer au début de la présentation que sur Christophe Colomb, il y a 3 écoles, plus 3 écoles primaires, une école secondaire. C'est très difficile de respecter des limites à 30 km/h quand on a un couloir de 4 voies de large devant soi. Donc, en rétrécissant les voies, on va aider les conducteurs à ralentir et ça, on sait aussi que ça contribue à la sécurité des gens qui conduisent, qui sont dans les véhicules parce que les collisions sont beaucoup moins brutales et violentes quand on se frappe à plus basse vitesse. Et la rue Christophe-Colomb, c'est la route verte, c'est un grand axe qui fait partie du réseau vert du Québec qui va de Oka à Saint-Hilaire. On a énormément de gens qui souhaitent se déplacer à vélo pour toutes sortes de raisons au quotidien et on pense qu'en fait, il faut aller vers ça, il faut offrir le plus possible
des pistes qui sont sécuritaires, qui sont accessibles, qui donnent le goût de faire du vélo à ceux qui pour toutes sortes de raisons, n'en font pas déjà et qui sécurisent le parcours de ceux qui en font déjà. Il y a 3% des rues de la voirie à Montréal qui sont occupées par des aménagements cyclables. Il en reste 75% qui sont alloués à la voiture. Donc, en termes de partage de la rue, on a encore beaucoup, beaucoup de travail avant de dire que les vélos en ont beaucoup. C'est vraiment le contraire. Et donc, on pense que c'est vers là qu'il faut aller dans le cadre d'une transition écologique aussi. On ne peut plus penser nos villes et nos déplacements de la même façon qu'on le faisait avant. C'est une question de respect pour l'avenir de nos enfants. Voilà. Merci, Mme Giguère, pour les éléments de réponse. Je vais poser quelques questions écrites là, en rafale. Donc, il y a quelqu'un qui ne s'est pas nommé en s'inscrivant, qui a demandé « Serait-il envisageable de reporter le projet lorsque les travaux du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine seront terminés? » Donc, ça, c'est M. Vissière, peut-être? Est-ce qu'on présume qu'on souhaite encourager le transit du tunnel par Christophe Colomb? Je ne pense pas que c'est une bonne idée dans l'optique de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, ce ne sera pas le cas. D'accord. Il y a M. Buisson qui se demande, en fait, il est cycliste et automobiliste. Alors, il se demande pourquoi ne pas entretenir le mauvais état des pistes de La Roche et Boyer. Elles ne sont pas étroites. Elles ne sont pas étroites, oui, c'est ça. La question a été posée comme ça. Donc, pourquoi ne pas entretenir le mauvais état des pistes de La Roche et Boyer? Peut-être M. Pierre de nous, hein. L'entretien des voies cyclables, en fait, c'est un autre enjeu. C'est un enjeu qui est super légitime, sur lequel on a un programme aussi pour réparer les chaussées des voies cyclables aux endroits où est-ce qu'on juge que c'est en mauvais état. Mais on a clairement une demande grandissante à laquelle on doit répondre. Puis, particulièrement qu'on est dans Villeray, dans Rosemont, la piste Boyer, elle est très étroite. Donc, le croisement, il amène beaucoup de friction. Les dépassements sont difficiles, voire impossibles, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient à contresens. Donc, on répond à une augmentation et non des pistes qui sont juste en mauvais état, qui n'ont pas été réparées. Mais la question est très légitime par rapport à l'entretien de notre réseau cyclable. Et on s'y attaque un aménagement à la fois. Parfait. Je vous garde encore parce qu'il y a M. Lachapelle et plusieurs qui se questionnent pourquoi sacrifier une artère majeure, l'avenue Christophe-Colomb, quand il y a plein de rues secondaires comme les rues Chambord, Drolet, Marquette qui sont disponibles à Montréal et ne demandent aucun travaux majeurs pour être aménagés en piste cyclable. Bien, simplement parce qu'on a besoin d'apaisement de circulation sur Christophe-Colomb pour amener la rue à une échelle humaine, à une échelle qui est adaptée à du 30 km/h, à une échelle qui est adaptée à une rue avec 3 écoles, puis à proximité d'une autre école, puis un patrouille prévôt qui attire beaucoup de jeunes, puis que les gens vont pouvoir avoir un peu d'autonomie pour pouvoir se rendre. Donc, c'est pour ça. Merci. Je vais demander à M. Scott de répondre à la suivante. Puis M. Tucci, je m'excuse, peut-être que je ne prononce pas bien, Tucci ou tout, bref, qui se questionnait sur le sondage. Donc, il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que le sondage, de quelle façon le sondage a été diffusé? Donc, le sondage a été diffusé de différentes manières. Donc, il y a tout d'abord eu une lettre en amont qui a été distribuée aux portes des résidents riverains. Il y a également eu une diffusion sur les réseaux sociaux. Puis finalement, il y a eu une affichette qui a été posée sur toute la longueur de l'axe, à partir de laquelle on pouvait accéder à la page du sondage avec un code QR. Donc, ce sont vraiment les 3 principales méthodes à partir duquel on pouvait accéder au sondage. Parfait. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de mains levées. Là, on essaie d'y aller le plus rondement possible. Il y a quelqu'un qui se demande si on va répondre à sa question. Il y en a plusieurs. Donc, M. Cadoret, vous êtes le prochain qui a la main levée. Je vous invite à poser votre question.
M. Pierre Cadoret. Excusez, est-ce qu'on m'entend? Oui. Très bien. Allez-y, M. Bon, Cadoret. désolé. Je voulais juste savoir, ces pistes-là, si je comprends bien, vont être là été comme hiver, donc hiver comme été. Ça m'inquiète beaucoup vu l'expérience que j'ai pu voir là sur Louvain. Au niveau du déneigement, ça a été, excusez l'expression, mais ça a été le bordel. Et je me demande si ça va être un peu ça sur Christophe Colomb. Est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'on a appris de Louvain pour corriger un peu sur Christophe Colomb? Et donc, les enjeux divers, est-ce que Oui, voilà. Est-ce que c'est M. Vissière? Je pense que oui. En fait, je connais très bien l'enjeu de Louvain aussi. J'ai été impliqué là-dedans. Chaque arrondissement a leur méthode de déneigement qui est quand même assez particulière d'un arrondissement à un autre. Des fois, c'est fait en régie, des fois, c'est fait à contrat. Donc, il y a certaines particularités qui peuvent rendre certains entretiens plus compliqués. D'autres fois, ça peut les simplifier aussi. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on est capable de déneiger Saint-Denis, puis il n'y a aucun enjeu. Donc, on se coordonne avec les arrondissements. Je ne peux pas dire l'arrondissement parce qu'on passe à travers 3 arrondissements présentement. Mais c'est ça, on s'adapte, puis on a une façon de fonctionner qui fonctionne aussi selon les largeurs qu'on a et les équipements qui sont disponibles. Ça répond, M. Cadoret? Oui, bon, on a juste à attendre l'hiver et à souhaiter que ça marche bien. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Là, je vais faire comme une culbute parce que j'avais donné la parole à M. Mongrain, puis il y avait des difficultés avec son micro. Donc là, je viens de voir sa question. Il demandait, est-ce que la piste se poursuivra au nord jusqu'à Gouin? Les aménagements entre Henri Bourassa et Gouin vont être légèrement différents. On a beaucoup moins de débit. Donc, en direction nord, on va avoir la bande cyclable qui va continuer toujours du même côté, mais au lieu de se retrouver entre le stationnement puis le trottoir, ben, il va plutôt se retrouver entre le stationnement puis la voie de circulation. Quant à la direction sud, ben, on emprunte la piste qui est existante jusqu'à la pointe du petit triangle. La question est posée parce que la personne connaît très bien le secteur, là. Donc, elle va se rendre à la pointe du triangle existante, puis on va venir traverser pour venir en aménagement jusqu'à l'intersection Henri Bourassa. Puis d'ailleurs, le petit mail qui est là fait partie des petits travaux mineurs qu'on a besoin de faire cette année pour pouvoir mettre en place l'aménagement cyclable comme il faut. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci M. Mongrain. Puis désolé, je venais juste de voir votre question écrite. Vous êtes très nombreux ce soir à en poser. Donc, le prochain qui a la main levée, c'est Maxime V. Donc, Maxime, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, merci. Donc, la question a été posée précédemment, mais pas répondue, du moins, en fait, pas vraiment. Donc, on parlait du débordement du trafic. Donc, on comprend qu'il n'y a pas vraiment d'étude qui a été faite par rapport au débordement du trafic dans les rues adjacentes. Et puis, bon, une rue, c'est une rue. Mais la question stipulait aussi par rapport aux ruelles. Puis tout au long de la soirée, vous avez mentionné l'exemple de 2020. Bien, dans ce cas-ci, on peut vous le sortir aussi, l'exemple de 2020, où il y a eu un achalandage hautement augmenté dans nos ruelles. Et on parlait de sécurité. Pour moi, c'est la priorité. Nos enfants, ils jouent, etc. Donc, la réponse, on va mettre des compteurs, on dirait que je suis un petit peu mal à l'aise. Donc, j'aimerais vraiment savoir en amont, là, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour éviter que ce trafic-là se transpose dans nos ruelles? Okay. Monsieur Vissière, avez-vous des éléments de réponse? C'est un exercice qu'on va devoir faire avec les arrondissements. Chaque arrondissement va avoir une dynamique différente à tenir compte. Donc, chaque arrondissement va avoir des réponses différentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compléter avec moi, Madame Giguère? Oui. En fait, les ruelles, on peut toujours... c'est interdit, hein, dans le cas de la sécurité routière, d'utiliser des ruelles pour le transit. Donc, normalement, il n'y a que les résidents qui peuvent accéder à la ruelle quand ils ont
besoin d'aller en arrière de chez eux ou qui ont des stationnements. Donc, je vous inviterai à voir avec votre élu local s'il y a possibilité, si jamais vous le craignez ou si vous constatez qu'il y a du trafic de transit dans vos ruelles. Souvent, les ruelles sont en I, il y a 4 entrées, des fois, il y en a 3. Il y a toujours moyen de mettre un bac qui bloquerait le passage, qui fait que pour les locaux, pour les résidents, c'est toujours possible de se rendre en arrière, mais qu'il ne peut plus y avoir de transit, donc de gens qui ne sont pas du secteur. Les arrondissements ont des programmes de ruelles vertes aussi. Vous pouvez passer par là. Certains arrondissements ont les écoquartiers. Donc, travaillez avec votre élu, la personne qui est élue dans votre district, et je suis certaine que ça va faire plaisir de trouver des solutions là, si jamais vous craignez pour la sécurité des enfants dans les ruelles. C'est quelque chose qu'on est habitué de faire. Merci, Mme Giguère aussi. Est-ce que ça répond, Monsieur V? Désolée de vous appeler comme ça. Non, c'est pas réellement, parce que ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien qui est prévu, puis vous n'avez pas pensé que ça pourrait avoir un impact, alors que le passé nous a démontré qu'il y en aurait un. Donc, je suis un peu déçu de voir ça ce soir, là. Puis oui, effectivement, on va communiquer, mais il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a une limitation à 10 km/h qui n'est pas respectée. On sait que c'est illégal, mais les gens le font. Et maintenant, quand les gens le font, ben, le fait de bloquer une rue d'éliminer une voie sur Christophe Colomb, ben, ça va engendrer ça naturellement. Puis là, ben, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que vous dites, c'est pas mon problème, c'est le problème des arrondissements, je reste avec eux. Bref, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. V. La prochaine main levée, c'est M. Thomas Detout. J'espère que je prononce bien. Je vous inviterai à ouvrir votre micro, poser votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, M. Detout. Oui, merci beaucoup. Je tenais d'abord à commencer à vous remercier, à vous féliciter pour ce projet. Je sais que vous avez beaucoup de critiques et je suis vraiment emballé par ce qui s'en vient. Moi, j'ai une question par rapport aux arrêts de bus. Je ne sais pas à quel point la photo que l'on voit est représentative du résultat qu'il va y avoir, mais il semble sur la photo que le bus est arrêté sur la piste cyclable. Est-ce que ça risque pas de créer des conflits entre les bus et les vélos, alors qu'on a vu sur le REF, sur la rue Saint-Denis, qu'il y avait des comment ça s'appelle, des quais qui avaient été mis en place pour les usagers du bus. Pourquoi une solution comme ça n'a pas été envisagée pour l'avenue Christophe Colomb? Merci, monsieur Vissière. En fait, c'est une solution qui va être mise en place à partir de 2024, mais c'est un contrat d'une ampleur où est-ce qu'on n'aurait pas eu le temps de le donner pour cette année. Donc, qu'est-ce qui est important pour cette année, c'est de réallouer les espaces, de rééquilibrer les espaces utilisés par les différents usages en acceptant le compromis d'avoir de la cohabitation cycliste-autobus pendant 1 an. Donc, l'objectif à partir de 2024, c'est d'avoir des quais en bonne et due forme comme on a sur Saint-Denis, oui. Parfait, ça répond parfaitement à ma question. Merci beaucoup. Merci, M. Detout. Merci pour la question. Je vais défiler quelques questions écrites parce que je vois que le temps file. Donc, on parle de congestion sur la piste cyclable. M. Bellefleur qui se demande quelles sont les données concernant la congestion sur la piste cyclable. Encore vous, M. Vissière. On a sorti les comptages dernièrement, les comptages de moyenne qu'on avait eu durant la saison estivale. On avait 1474, je ne me rappelle plus le chiffre exact, je l'avais mentionné plus tôt, pour de voies cyclables, d'usagers sur la piste cyclable sur le compteur Boyer-Everett. À peu près au même niveau, c'est-à-dire en direction nord, dans le REF en même temps. Juste en direction nord, on avait à peu près le même nombre d'achalandages, juste pour la direction nord, mais c'était le REF qui attire énormément de personnes, qui a beaucoup plus de capacité. Mais outre le chiffre, n'importe qui a vécu l'expérience d'essayer de transiter, réalise à quel point il y a de la friction, à quel point on essaie de continuer, puis on a une petite voie la piste cyclable fait même pas 3 mètres, puis on est en train de pédaler, puis on essaie de contourner, puis on n'est pas capable de contourner. Il y a quelqu'un qui vient à contresens, il y a quelqu'un qui légitimement n'est pas en train de rusher, puis qu'on veut essayer de contourner, mais que c'est difficile. Donc,
dans une perspective où est-ce que tous les axes nord-sud sont très sollicités, puis que l'objectif, ultimement, c'est d'augmenter la part modale, c'est seulement naturel d'augmenter la capacité du réseau cyclable. OK, j'espère que ça répond à la question de M. Bellefleur. Il y a Mme Pinault et plusieurs d'entre vous ce soir qui être concernés par la sécurité. Donc, Mme Pinault demande en particulier, pourriez-vous, s'il vous plaît, élaborer sur la sécurité des intersections, notamment l'intersection Sauvé et Christophe-Colomb, où se trouve une garderie au coin et un parc achalandé? Ça va être encore M. Vissière. Oui, donc on veut savoir comment on sécurise et tout. Oui. On a déjà une sécurisation qui avait eu lieu, ici, il me semble, c'est en 2021, où est-ce qu'on a protégé le virage à gauche qui vient du sud pour aller vers l'ouest, puis en contrepartie, on interdisait le virage à gauche quand on vient du nord pour aller vers l'est. Donc, cette situation-là va être maintenue. Maintenant, l'ajout qu'on fait par rapport à ça, c'est vraiment que le virage à droite qui croise le mouvement vélo, ben lui, il va être séparé. Je ne me souviens plus si c'est par une avance-flèche ou bien si c'est un feu complètement protégé, ça va dépendre des débits. Mais qui va assurer que le cycliste qui se retrouve, que ce soit en direction nord ou en direction sud, se retrouve pas à avoir des enjeux une situation conflictuelle avec le virage qui est à droite. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était une question écrite, donc, donc ça, c'est pas main levée. Et je vais justement retourner aux mains levées. La prochaine, c'est celle d'Étienne Pamberton-Renaud. Donc, M. Pamberton-Renaud, je vous invite à poser votre... Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument bien. Oui, alors, juste à poursuivre sur les questions de les autres citoyens sur la congestion et la sécurité et le besoin de transport en commun. On sait très bien que ce qui cause de congestion, c'est les autos, parce que il y en a une personne dans une grosse boîte, ça prend beaucoup d'espace et aussi ça pollue beaucoup et ça va vite et c'est lourd. Alors, ça va toujours être un problème de sécurité. Alors, je me demande, c'est très bien le projet, je suis très appréciatif. Pourquoi est-ce qu'on ne va plus loin, on ne va pas plus loin et interdire la circulation de transit complètement et prendre cet espace pour le transport en commun pour pouvoir bouger beaucoup de gens en bus et en vélo et à pied? Peut-être M. Vissière, je serai réitérée. Moi, la réponse la plus simple que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est des choix. Ça, c'est des choix qu'on fait par rapport à une perspective de réseau, par rapport à une certaine fonctionnalité. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à là? Il n'y a rien qui dit qu'éventuellement, on ne va pas se rendre là. Pour le moment, l'envergure du projet qui est prévu, c'est ce qu'on présente pour 2023 et 2024. Mais j'apprécie de voir que on est capable de se projeter dans un futur où est-ce qu'on n'est plus dépendant de l'auto-vélo, de l'auto-solo, puis qu'on sait qu'on a un transport en commun qui est fiable, qui nous permet d'être fonctionnel tout le long de l'axe. Donc, je reçois, qu'est-ce que vous dites? On va tenir ça en note. Ça, c'est plus une question qui est en lien avec la planification puis tout le réseau global de Montréal. Donc, c'est des décisions qui prennent un peu plus de temps à mettre en place. Mais je l'entends bien. Merci. Merci beaucoup pour votre question, M. Pamberton-Renaud. Je vais poser la question de Mme Berthiaume parce que je sais que plusieurs se la posent. Comment les enseignants pourront-ils gérer les cyclistes alors qu'il y a des autobus scolaires pour les élèves? Les parents qui viennent mener leurs enfants le matin, qui ne regarderont probablement pas en ouvrant la porte. Alors, si la piste est si utilisée, pourquoi ne pas aussi garder Boyer? J'ai peut-être mal posé. Donc, autrement dit, quand les parents viennent reconduire leurs enfants le matin, ils ne regarderont peut-être pas en ouvrant la porte. Alors, si la piste est si utilisée, pourquoi ne pas aussi conserver Boyer?
Donc, on voit la même chose. La piste Boyer est requise, même si on ajoute Christophe Colomb, donc c'est génial. C'est maintenu. Puis les quais, la façon qu'on va les concevoir, c'est qu'on va créer un petit bison, un petit espèce de goulot d'étranglement pour que que ce soit les autobus scolaires ou les parents arrivent vis-à-vis le quai de débarquement, quand ils vont débarquer, ben, où est-ce qu'ils vont mettre le pied, ça peut être en endroit de la piste cyclable, mais vraiment plus l'espace plus dédié aux piétons. Donc, on le met en place, puis encore une fois, comme on dit, on le regarde, puis on va avoir des feedbacks, puis s'il y a des ajustements à faire, on va rester alerte. Merci beaucoup pour la réponse. Je sais que Mme Bertion, vous l'aviez posé à votre inscription, puis je sais que vous l'avez fait en relance, donc j'espère que ça répond. Je vais aller avec la dernière main levée. Soyez sans crainte. Vous avez beaucoup de questions, vous en avez noté plusieurs par écrit, puis elles seront répondues avec un document écrit. Je vous expliquerai à la fin de la rencontre. Je vais donner la parole à Mme Amy Côté. Donc, je vous invite à poser votre question. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, j'habite donc Christophe Colomb, près de Saint-Zotique. En 2021, il y a eu toute la réfaction là, des entrées d'eau et un travail fait là, pour l'aqueduc. Et si j'ai compris, c'est ce qui est à faire aussi en Jarry puis Jean Talon. Fait que ma question est un peu là, je ne comprends pas tout à fait l'ordre des travaux. Pour avoir utilisé les pistes sécuritaires là, en 2020, je trouvais vraiment qu'il y a une portion de Christophe Colomb où la chaussée était dangereuse pour les cyclistes. Quand on est proche des trottoirs, souvent il y a des trous d'égout, il y a des trous autour de ces capes d'égout. Et donc, je trouvais qu'en tant que cycliste, je trouvais ça comme quasiment insultant de rouler là-dessus, de penser que c'était sécuritaire pour moi de rouler là-dessus. Donc, je ne comprends pas que c'est en 2024 qu'on va refaire la rue entre Jean Talon et Jarry, alors que ça serait à faire avant, autant pour les autos que pour les cyclistes, et qu'on installe les pistes cyclables par après. Donc, je me demande juste la réflexion par rapport à l'ordre des travaux. Bonne question. Peut-être, M. Vissière, peut-être redonner un peu la séquence. Bien, en fait, l'objectif du projet de cette année, c'est de reprendre l'espace, redistribuer l'espace tout le long de l'axe. Donc, la reconstruction, elle se concentre entre Jarry et Jean Talon, mais il faut se rappeler aussi, on met à niveau presque 7 km de rue. Donc, on rééquilibre les largeurs. Donc, inévitablement, on n'aurait pas pu faire un trou entre Jarry et Jean Talon. Ceci dit, un contrat de cette envergure, un projet de cette envergure-là ne peut pas se faire rapidement sans contacter les riverains, les parties prenantes les plus importantes et d'intégrer tous les besoins. C'est un processus qui aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'on se donne à partir de 2024 pour pouvoir réaliser ce projet-là. Il faut aussi comprendre que justement le projet de voie cyclable a accéléré la priorisation de la reconstruction de ce tronçon de rue-là. Donc, on y va vraiment plus rapidement qu'on est en mesure de le faire, tout en s'assurant d'avoir un processus de projet qui tient compte des besoins de tout le monde. Merci. Est-ce que ça répond, Mme Côté? Oui, ça répond, mais j'ai hâte de voir quand je vais vouloir me rendre jusqu'à Gouin en ligne droite de façon sécuritaire en vélo. J'ai des petits doutes. Je reste avec des doutes entre Jean Talon et Jarry. Merci d'avoir posé la question. Et donc, on a dépassé déjà un petit peu notre temps, donc je dois vous dire que ceci met fin à la séance d'information, qu'au nom de toute l'équipe du projet de l'avenue Christophe Colomb, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre intérêt. Hein, on le voit avec le nombre des questions que vous posez et que vous souhaitez aussi obtenir réponse, que c'est un projet qui est important pour vous. Je vous rappelle que la présentation de ce soir a été enregistrée et qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site de la Ville de Montréal et que vous recevrez également par courriel, et ça c'est important, dans les prochaines semaines, le document qui rassemble les questions et les réponses
auxquelles nous aurons pris le soin d'ajouter les questions que nous n'avons pas pu répondre ce soir parce que vous avez été nombreux à en poser. Donc, par écrit, on les voit défiler, donc elles seront également ajoutées aux questions qui ont déjà été répondues. Je vous rappelle, comme le mentionnait M. Fortin, le numéro de téléphone et l'adresse courriel pour adresser vos questions pendant les travaux et on revoit à l'écran les informations. Donc, le numéro de téléphone à retenir, c'est le 514-872-3777. Infotravaux aussi, @montréal.ca. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre intérêt, merci beaucoup de votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.